Cinquième de Beethoven. C'est ainsi que le destin frappe à la porte. 26 avril 1986. Le quatrième réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl explosait. Souvenez-vous, le nuage qui s'arrête à la frontière. Antoine Choplin nous fait partager 48 heures de la vie de deux de ces pauvres types qui, à main nue, essayèrent de colmater la brèche. D'abord, Goury, qui ira chercher dans les ruines de la centrale le souvenir de sa fille. Et puis Yakov, son compagnon de galère, qui, lui, lentement se meurt, complètement irradié. Nous vous proposons le premier chapitre du livre pour vous inciter à la lecture de ce très poignant récit. La lecture est de Hélène Coquet. Village après village, les voitures se font de plus en plus rares, et à plusieurs reprises, sur cette route parfaitement rectiligne où le regard peut porter loin, Goury se fait la remarque qu'il n'y a pas le moindre véhicule en vue. Une dizaine de kilomètres avant Ivankiv, il s'arrête à la sortie d'un bourg pour faire le plein d'essence. Un homme massif et ventru, cigarette à la bouche, vient à sa rencontre. Il salue Goury d'un mouvement de tête. « Le plein ?» il demande. « Oui, fait Goury, et bien comme il faut. Et aussi le bidon, là. »« En voilà une installation !» dit le pompiste, après avoir introduit le pistolet dans le réservoir. Lui et Goury regardent la remorque et le système d'accroche qui la rend solidaire de la moto. « C'est du bricolage maison, pas vrai ?» fait le pompiste. Goury acquiesce en silence. « Tant que ça tient !» dit l'autre. Il remplit le réservoir à ras-bord, puis le bidon. « Vers la zone, pas vrai ?» demande le pompiste après un moment. Ils échangent un coup d'œil. « Dans ces coins-là, » dit Goury en baissant les yeux. « Je vois, » marmonne le pompiste en jaugeant la remorque. « Je serai vous, je tâcherai de faire attention. » Goury opine vaguement. « Vous voyez la bicoque là-bas, celle au portail effondré ?»« Oui, fait Goury. »« Le gars de cette maison, je l'ai vu partir un matin, vers là-bas. Tout comme vous, lui aussi avec sa remorque. C'était il y a 2 mois. Et vous savez quoi? Il est jamais revenu. Envolé, le gars. » Goury atteint Volodorka avant 6 heures. Il gare sa moto devant l'épicerie qui fait face à l'école. Une gamine se tient dans l'embrasure de la porte de l'épicerie. « Vous devriez pousser un peu votre moto, » elle dit. « C'est à cause des bêtes. » Goury a reculé sa moto contre le mur de l'épicerie. Les vaches passent juste devant lui, lentement, sans beaucoup de bruit. « C'est un sacré troupeau, » dit Goury, alors que les dernières vaches s'éloignent. « Oh, il paraît que c'est le plus gros de la région, » dit la fille. Goury grimpe les 3 marches vers la porte du magasin et elle s'écarte pour le laisser rentrer. « Il y en a qui disent qu'il ne faut pas boire leur lait, » dit encore la fille, « qu'il est contaminé. À côté de ça, il y en a d'autres qui en boivent tous les jours, en disant que tout ça, c'est des balivernes. » Goury regarde la gamine et lui sourit. « Un drôle de mot, baliverne, » il fait. Elle le fixe avec curiosité. Il attrape 2 bouteilles de vodka sur les étagères, jette un œil sur les étiquettes et les pose sur le comptoir, avec quelques pièces de monnaie. La route sans virage jusqu'à Marianovka ondule, alternant vastes creux et bosselures. Il ralentit l'allure et observe les maisons désertées de part et d'autre de la route.
Certaines fenêtres ont été brisées, des portes défoncées. D'autres sont barricadées au moyen de planches épaisses et grossièrement fixées. 3 ou 4 kilomètres à peine, après quoi on pourra deviner parmi les arbres les premières maisons de Tchevtchenko. La maison de Yakov et Vera marque la fin du village, côté nord. Pour la rejoindre, Goury emprunte la sente goudronnée qui serpente entre les hautes herbes. Il passe devant 2 autres maisons qui semblent abandonnées. À côté de la porte de la seconde, à même le mur, on a inscrit « Nous reviendrons bientôt ». Goury peut distinguer les volets bleus de la maison. Il gare sa moto, enlève son casque. Il hésite un instant avant de pousser le portillon. Il s'avance jusqu'à la porte et frappe. « Goury » fait une voix de femme venue de derrière la maison. « Oui, c'est moi, c'est Goury. » Goury se détourne de la porte, fait quelques pas dans l'allée sombre, et la silhouette de Vera apparaît, un paquet de linge sur le bras. « C'est toi ?»« Oui !» Elle tend vers lui son bras disponible. Il s'approche et elle l'attrape au cou, puis elle colle sa joue contre sa poitrine. « C'est moi !» répète Goury, un peu embarrassé, finissant par poser sa main sur la nuque de Vera. « Je suis heureuse que tu sois venue. » Ils se tiennent un instant comme ça, silencieux. « J'étais en train de ramasser du linge, » dit Vera en se détachant de Goury. « Je peux t'aider ? Oh, penses-tu » Elle s'en retourne vers l'arrière de la maison, et Goury la suit. Il aperçoit les remises, avec leur toiture en tôle plantée au fond du terrain. Au-delà, il n'y a plus que les champs et les bois. On dirait que rien n'a changé ici. Elle décroche les derniers habits du fil à linge. « Tu as fait bon voyage ?» demande Vera. « Ça va, oui. » Elle plie les vêtements à la va-vite, les empile dans une caisse en plastique. « Et ici, au village ?» interroge Goury. « Oh, c'est comme tu vois. Tout le monde est parti. »« Tout le monde ? Oh, presque. » « T'as vu comme le jour tombe vite maintenant ? » « C'est l'automne qui pointe son nez, souffle Goury. On va rentrer. » « Et Yakov, comment ça va ? » « Oh, c'est pas fameux. Il souffre beaucoup. Pour l'instant, il a dû s'endormir, et c'est mieux de le laisser tranquille. Tu vas le trouver changé, tu sais. Allez, assieds-toi, va. Vera pose 2 verres sur la table et les remplit de vodka. C'est vrai ça, fait Goury, j'en ai 2 bouteilles dans la remorque. Allez, buvons. À nos retrouvailles, dit Goury. Ouais, c'est ça, fait Vera. Ils boivent d'un trait. Vera remplit les verres à nouveau. Va doucement quand même, dit Goury. Faut que je garde mes esprits, j'ai encore de la route. Elle le dévisage. Alors c'est bien vrai. Tu retournes là-bas. Oui, dit Goury. Ce soir ? Oui, cette nuit. C'est seulement pour ça que tu es venu. Goury baisse les yeux, et puis il pose sa main sur celle de Vera. Tu sais bien que ça me fait plaisir de vous voir. Elle le regarde, fait la moue, retire doucement sa main. Et tu crois vraiment que c'est possible d'aller jusqu'à Pripyat ? Il paraît que toutes les routes sont surveillées. La zone, c'est plus comme avant. On n'y rentre plus comme ça. Je sais, dit Goury. J'ai étudié des itinéraires. En pleine nuit, en plus. C'est là qu'il y a le moins de risques.
Qu'est-ce que tu veux faire là-bas de si important? Elle demande. Goury hésite. Voir un peu, il dit doucement. Voir un peu, elle répète. Oui, la ville, le quartier. Tu sais bien qu'il n'y a plus rien à voir, sans parler du danger. L'appartement, continue Goury comme si elle n'avait rien dit. J'ai envie de revoir notre appartement, de récupérer 2 ou 3 choses, pourquoi pas. Tout a été pillé, dit Véra. On verra bien. Et Teresa? Demande Véra. Teresa, tu lui as dit ton intention de te rendre à Pripyat? Non. Teresa s'inquiète de tout. La peur ne quitte jamais son visage, même durant son sommeil. C'est comme ça depuis que Xenia est malade. Malade? Xenia? Oui. Véra disparaît dans le petit couloir qui s'échappe de la pièce à vivre. Il est réveillé, tu peux aller le voir. Goury se lève du banc. Véra lui pose la main sur l'épaule. Tu vas le trouver changé. Il hoche la tête et s'avance dans le couloir. Yakov! Lance Goury à voix basse. Il n'obtient pas de réponse. Yakov! Dit-il encore en posant la main sur la poignée de la porte. Entre, Goury.